Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous sommes en guerre. Moscou, pour la première fois, met en garde contre un danger réel de troisième guerre mondiale. Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier, la France le refuse. La recherche de la paix par notre condamnation de l'invasion d'un État souverain et par notre refus de l'impunité. Le président russe Félix Mathieu a annoncé mobiliser ses réservistes. Et oui, c'était lors d'une rare adresse à la nation russe. Depuis son bureau, le ton du maître du Kremlin s'est fait plutôt menaçant. Vladimir Poutine annonce mobiliser des centaines de milliers de réservistes pour relancer son offensive en Ukraine. L'oukaz est signé. Le processus débute aujourd'hui. 300 000 réservistes, a précisé ensuite son ministre de la Défense. Ça fait quand même un peu plus de 1% des 25 millions de personnes mobilisables en Russie. C'est ce qu'il a précisé tout de même. La Russie se dit prête à utiliser contre l'Occident tous les moyens de son arsenal, y compris nucléaire. Ce n'est pas du bluff, a mis en garde le président russe, dépeignant l'Occident comme un ennemi qui chercherait, selon lui, à détruire la Russie. La veille, la Russie, justement, avait déjà annoncé la tenue de référendums d'annexion dans 4 régions occupées. De leur côté, les pays occidentaux voient dans l'annonce d'une mobilisation un aveu de faiblesse face aux récentes contre-offensives ukrainiennes. Et même la Chine qui est pourtant courtisée par la Russie, elle a pris ses distances en appelant au cessez-le-feu, au respect de l'intégrité territoriale des États. Hier soir, en tout cas à la tribune de l'ONU, le président Macron, de son côté, avait dénoncé cette invasion du territoire ukrainien. Un retour, avait-il dit, à l'âge des impérialismes et des colonies. Merci beaucoup Félix Mathieu. Avec nous, Jean-Baptiste Noé, historien, directeur de la rédaction de la revue Conflit. Bonsoir. 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 L'allocution de Vladimir Poutine était enregistrée. Elle devait être diffusée hier soir et n'a été diffusée que ce matin. Y a-t-il une raison que vous connaîtriez, Jean-Baptiste Noé, de ce report ? Non, je ne connais pas la raison. Désolé. Pour qu'un maximum de Russes puissent en prendre connaissance. En raison des 11 fuseaux horaires, c'est ça ? D'accord. Justement, les propos sont forts. Armes nucléaires, volonté de détruire la Russie, est-ce une escalade ? Alors c'est un changement important, c'est un changement de dimension. En fait, on voit bien la stratégie qui se dessine derrière. Il s'agit d'intégrer les territoires occupés de manière formelle en Russie et donc de dire que toute attaque contre ces territoires n'est plus une libération de l'Ukraine, mais une attaque de la Russie. Et si c'est une attaque de la Russie, ça justifie effectivement la mobilisation partielle, voire la mobilisation générale, et ça justifie de se défendre par tous les moyens, y compris par l'arme nucléaire. Et donc là, ce que fait Poutine, c'est de renverser la dialectique, en disant nous n'occupons pas un pays étranger, nous défendons notre territoire, nous défendons notre pays. Et donc ça change complètement la donne. Et d'ailleurs on le voit dans les termes qu'il emploie. Il ne parle plus d'une opération spéciale ou d'une guerre contre l'Ukraine, mais d'une guerre contre l'Occident. Donc il a changé de dimension. Ce n'est plus la Russie contre l'Ukraine, c'est la Russie contre nous. Philippe Bilger. Jean-Baptiste Noé, je vais me permettre d'affirmer 2-3 choses et après, bien sûr, vous me direz si elles sont exactes ou non. Alors, j'admets bien volontiers que superficiellement, on peut avoir l'impression qu'on est dans un monde de fureur où le risque, notamment nucléaire, peut exister. Mais pourtant, je demeure incurablement optimiste pour au moins 2 raisons. D'abord, il me semble que, en effet, Poutine est en train de montrer que ses démonstrations de force sont un signe de faiblesse parce qu'en réalité, à chaque fois qu'il subit des revers, des reculs, il montre ses muscles impressionnants au premier abord. Donc j'y vois plutôt l'amorce d'une décrue dans la force russe. Deuxième élément, il me semble que derrière la fureur du monde que j'évoquais, il y a tout de même de la part de tous les acteurs, y compris Poutine et d'autres bien sûr, la certitude qu'une forme de rationalité nous évitera toujours le pire du pire, la guerre nucléaire. Aussi, j'espère être lucide, mais pas complètement naïf. Est-ce que vous partagez mon point de vue ? Alors, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est la démonstration d'une faiblesse. D'abord, le fait que l'opération spéciale a échoué. Et donc, ils sont obligés d'accélérer le mouvement, notamment en mobilisant 300 000 hommes.
D'ailleurs, la question est posée de savoir s'ils le feront réellement et concrètement ou si ce ne sont que des mots. Ça sera aussi intéressant à étudier. En tout cas, ça montre qu'ils sont en train de perdre la main et donc ils essayent de conserver, d'intégrer ce qu'ils ont déjà gagné et qu'ils ne veulent pas perdre. Donc effectivement, il y a une faiblesse. Je suis d'accord aussi avec vous sur le fait que Poutine n'est pas un homme fou, que c'est un homme rationnel. Nous, en France et en Occident, on le voit comme quelqu'un d'extrême, voire d'extrémiste. En Russie, il a une opposition nationaliste qui est très forte, qui le voit comme quelqu'un d'un peu trop centriste, d'un peu trop mesuré, et qui le pousse au contraire à aller plus loin. Exact. Donc il doit aussi tenir compte de ça sur la question russe, d'une opposition interne, je dirais qui ne viendrait pas de pacifistes, mais qui viennent de nationalistes. La question qui est posée, et là personne ne la maîtrise, c'est que lorsqu'on emploie des mots violents, ou lorsqu'on monte en violence, même si personne n'a envie d'aller jusqu'au bout, on sait très bien que le risque d'un dérapage ou d'un imprévu existe. Mais il y a un point sur lequel je voudrais revenir qui me paraît important, c'est l'emploi même de l'arme nucléaire. Parce que souvent on pense que l'arme nucléaire, c'est Hiroshima ou Nagasaki. Ça, c'est pas ça, c'était dans le passé. Mais menacer de l'arme nucléaire, c'est employer l'arme nucléaire. C'est-à-dire que l'arme nucléaire est employée comme élément de dissuasion. Si on n'a pas attaqué la Russie, c'est parce qu'on craint la Russie parce qu'elle a l'arme nucléaire. Donc c'est déjà faire un emploi de l'arme nucléaire. L'arme nucléaire, c'est l'employer quand on ne l'emploie pas directement. Et c'est ça le rôle de la dissuasion. La dissuasion, c'est la menace, c'est le fait qu'on ne peut pas frapper parce qu'on craint l'arme nucléaire. Et on a aujourd'hui des armes nucléaires, on va dire tactiques, qui schématiquement ne feront pas une grosse explosion type Hiroshima, mais qui peuvent être extrêmement localisées. Ce qui est vrai, c'est que si Poutine l'emploie, il se met au banc des nations. Et la Chine, qui n'est pas un allié, qui est un homme de circonstance, quittera la Russie, et d'autres aussi. Donc l'enjeu, c'est de menacer, mais sans franchir la ligne rouge. Olivier D'Artigol. Je voudrais juste ajouter des éléments complémentaires. Poutine n'est pas un homme totalement isolé, loin s'en faut. Il n'y a qu'à voir les derniers votes à l'ONU et les pays qui ne se sont pas prononcés, premièrement. Deuxièmement, Poutine joue le temps long. Quand souvent nos pouvoirs politiques sont sur une séquence de communication de 48 heures. Il joue le temps long, par exemple, en observant de près comment vont évoluer les opinions publiques occidentales. Quand les Français seront moins protégés par le bouclier énergétique tarifaire, quand on sera dans l'hiver 2023 avec des factures qui vont exploser, l'opinion publique risque d'avoir une adhésion moins forte en se demandant quels sont les objectifs de guerre et comment ils évoluent. Regardez la manière dont ça se passe concernant la sécurité alimentaire dans le monde, avec l'inflation, avec la spéculation autour des grains, autour des produits agricoles. Parce que vous êtes en train de dire qu'on soutiendra forcément moins l'Ukraine, c'est ça ? Je dis simplement que dans le plan de Vladimir Poutine, il y a ce temps long. Et Vladimir Poutine fait le récit depuis le début des années 90 sur ce qu'il est en train de faire. Je trouve qu'on manque aujourd'hui cruellement de contre-récit. Caroline Pilastre, peut-être ? C'est l'agresseur qui se sent agressé. On sait très bien qu'on est aussi dans une guerre de communication. Je pense que M. Poutine ne s'attendait pas à ce que Zelensky, ainsi que les Ukrainiens, l'UE et l'OTAN, résistent. Il pensait avoir l'hégémonie, l'ascendant sur cette guerre de territoire. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète évidemment avec lui, c'est cette escalade dans laquelle il est psychologiquement. Qui va pouvoir l'arrêter ? Parce qu'on sait très bien que la négociation à l'arrivée se fera uniquement entre Zelensky, Biden et Poutine. Personne d'autre. Erdogan, peut-être. Oui, mais Erdogan, enfin, on peut émettre quand même de sérieux avis. Ça sera dans un pays neutre, bien évidemment, mais il n'y aura qu'eux qui auront les clés. Et malheureusement, imaginez, comme je le dis depuis le départ, et moi je ne pense pas que M. Poutine, évidemment, est en train de jouer par rapport à nous. Il n'a pas notre logiciel en tant qu'occidental, et ça a été notre faiblesse, de ne pas penser, comme vous le disiez Olivier, que depuis les accords de Minsk, il mettait en place tout ce qu'il est en train de faire actuellement. Parce que les humiliations, les sanctions qui sont contre la Russie, et par extension contre lui, ne vont faire qu'accroître sa détermination vis-à-vis de nous. Imaginez qu'un missile soit lancé sur la Pologne. Eh bien, l'UE,
l'OTAN rentre en guerre. C'est la Troisième Guerre mondiale. Eh ben, on en parlera dans quelques instants. Et la réponse, bien sûr, dans quelques instants de Jean-Baptiste Noé. On reviendra aussi sur la diplomatie. C'est la place de la diplomatie. On en parlait hors antenne. Est-ce qu'elle est plus molle qu'avant? On parlera aussi de cette victimisation de Poutine qui est dans son discours. 0826 300 300. Est-ce que vous pensez qu'on est au bord de la Troisième Guerre mondiale? Est-ce que vous pensez que ça ne restera que de la menace? On vous attend au standard 0826 300 300. À tout de suite. On revient sur cette information. Vladimir Poutine qui a annoncé mobiliser des centaines de milliers de réservistes pour relancer son offensive ukrainienne. Et pour en parler avec nous, Jean-Baptiste Noé est avec nous, historien, directeur de la rédaction de la revue Conflit. Et justement, vous vouliez répondre tout de suite, Jean-Baptiste Noé, ou est-ce que vous aviez une réponse à apporter à ce qu'avait dit tout à l'heure Caroline Pilastre, qui croit depuis pas mal de temps à cette troisième, entre guillemets, guerre mondiale? Oui, la question, c'est surtout comment on en sort. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ni la France, ni l'Europe, ni la Russie sortir de ce bourbier. Parce que les objectifs sont différents. La diplomatie est un peu en panne. Donc, on est en guerre de fait. Nous sommes en guerre économique. Nous sommes en guerre pour l'accès à l'énergie. Nous sommes dans la guerre des mots. Donc, c'est une guerre qui est différente de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, mais il s'agit bien d'une guerre. Et le problème de cette guerre, c'est qu'on ne voit pas comment y mettre un terme, ni comment trouver des solutions de paix. Donc, soit ça dure indéfiniment, soit ça se termine brutalement, mais en tout cas, on est dans une impasse. Je rebondis sur ce que vous dites, que la diplomatie est un peu en panne. Elle est en panne parce qu'ils ont coupé la conversation, en tout cas le lien, ou alors c'est nous qui ne sommes pas assez forts en France et en Europe. Est-ce que ça veut dire que en matière de diplomatie, aujourd'hui, on a perdu notre superbe, si j'ai envie de dire? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, la diplomatie n'existe pas sans armée et sans capacité militaire. Bon, ce qu'a la France, mais encore faut-il être prêt à l'employer. Et on voit aussi que la France est isolée. Le Royaume-Uni a très bien joué sa partition. Il forme depuis au moins 2014-2015 l'armée ukrainienne. Les opérations qui ont été faites en Crimée par les Ukrainiens sont vraiment la marque de la formation faite par les commandos britanniques. L'Allemagne joue aussi bien sa partition. La France est aujourd'hui un peu comme en 1871, c'est-à-dire qu'elle est isolée sur la scène européenne. Elle est isolée par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Allemagne, et donc nous sommes dans un corner. Celui qui a très bien joué aussi, c'est Erdogan, qui est tout le temps étant dans l'OTAN, et également proche de Poutine. Et donc, s'il y a une porte de sortie aujourd'hui, elle peut venir probablement d'Erdogan et de la Turquie. Est-ce que vous accepteriez le constat suivant? La grande difficulté de la diplomatie classique, y compris de la française, ça n'est pas seulement le manque, de mon point de vue, de personnalité emblématique, mais c'est le fait qu'elle est confrontée à un homme, Vladimir Poutine, qui se soucie comme d'une guigne de la diplomatie traditionnelle et qui introduit dans le jeu international une forme de brutalité et de cynisme qui ne permet absolument pas le compromis et la négociation. Comment faire lorsqu'en face de soi, on a un contradicteur frénétique qui refuse toute avancée par le dialogue, à votre avis? Alors ça, c'est le problème de la diplomatie, c'est que être diplomate, ce n'est pas discuter avec des gens qui pensent comme nous. Sinon, c'est pas la peine. Le rôle de la diplomatie, c'est effectivement de trouver des solutions et des moyens pour que des gens qui ne pensent pas comme nous et qui ne sont pas sur la même logique que nous puissent être amenés à la table de négociation. On s'est fourvoyé en Libye et en Syrie, en Afrique également. Et donc, nous avons des diplomates qui, pour la plupart, sont uniquement dans un cadre de valeurs morales en disant qu'il faut défendre la démocratie et les droits de l'homme. Certes, évidemment, nous sommes tous d'accord avec ça, mais ça ne marche pas. Et donc, il y a une difficulté à penser le dialogue et la discussion et le rapport de force avec des personnes qui ne sont pas dans la même sphère intellectuelle. Et ça, il y a une incapacité. Et donc, ça explique aussi l'impasse de notre diplomatie. Jean-Baptiste Noé, un commentaire de Jackie Bordage sur Twitter. Ce qu'il faut craindre, c'est d'abord le couple Macron-von der Leyen. Ils ont allumé une mèche qu'ils sont incapables d'éteindre. Aujourd'hui, évidemment qu'il faut craindre Poutine. Alors, le problème, c'est qu'on a raté 2014 les accords de Minsk. Et donc, à partir du moment où on part dans la guerre en février dernier, ça devient très difficile. Il y a eu plusieurs occasions ratées. 2014, même la pression entre décembre et février 2022. Aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, le couple Macron-Commission européenne, il n'existe pas puisque la Commission européenne a le leadership. Donc, c'est la France suit l'Allemagne.
sur bien des sujets. Et la France, en fait, est isolée. Et c'est tout le problème. Olivier d'Artigol. Oui, on a joué quand même on a joué un peu avec le feu, même beaucoup. Je me souviens du contenu des accords de Minsk II. Les Occidentaux n'ont pas tenu leur engagement en la matière. La pression qui a été faite concernant l'élargissement de l'OTAN, c'était ô combien allumer une mèche dans une poudrière. Oui. Donc il y a eu beaucoup comme ça de signaux qu'on a pu être faibles, mais qui étaient des signaux forts. Premier élément. Deuxième élément, dans tout moment intense de période très chaude, incandescente sur le plan international, il y avait toujours une diplomatie souterraine qui tentait de réfléchir à la désescalade et à la solution, à la sécurité collective. Là, pour essayer de suivre de près, en multipliant les sources d'informations, on ne voit pas l'ombre d'un début de commencement de scénario de désescalade. Là, dans les semaines qui viennent. On voit au contraire s'installer un récit qui devient de plus en plus dangereux. On est vraiment sur une ligne de crête. Et il manque des grandes voix internationales qui imposent, pas peut-être sur le plan moral, mais sur le plan politique, une autorité qui permettrait justement de... Je me demande s'il ne faut pas faire le club des anciens diplomates de haut niveau, de tous les pays. Villepin, Kissinger... De tous les pays, pour les mettre autour d'une table et qu'ils soient, eux, en situation de suppléer la défaillance manifeste de l'ONU. Mais ça ne changerait pas Poutine, Olivier. Oui, mais ça créerait quand même, face à Poutine, je pense qu'il faut quand même d'abord réfléchir à la manière dont il peut avoir une sortie qui ne soit pas une humiliation. Je pense qu'il faut reconsidérer ses objectifs de guerre. Quand Zelensky dit la semaine dernière, notre nouvel objectif, c'est de récupérer la Crimée. Mais qui peut penser que ce nouvel objectif de guerre pour l'Ukraine, ce que je vais dire là est peut-être contesté, mais je prends mon risque, est un élément qui permet de solutionner tout ça. Donc, pour le faire bouger, il faut aussi davantage se mettre dans la manière dont, aujourd'hui, le pouvoir russe voit les prochains mois. Jean-Baptiste Noé, est-ce qu'il a le temps, Poutine, aujourd'hui? On parle de temps long, mais est-ce que lui, il a le temps? Ah oui, on l'en fout. Alors oui, il joue bien le temps. D'abord, il y a l'hiver qui va arriver, donc il compte sur cet aspect climatique, météorologique qui est important, le général hiver, qui, d'ici un mois et demi, va quand même figer les problèmes. Va empêcher, va rendre difficile les actions militaires. Et faire exploser les factures d'énergie chez nous. Et voilà, il compte sur l'énergie. Pour l'instant, tout va bien, mais enfin, quand on va voir l'explosion du prix de l'électricité et du gaz, ça sera un peu différent. D'ailleurs, je trouve au passage assez osé la remarque du chancelier allemand qui dit vouloir réarmer l'Allemagne, ce qui n'est jamais une bonne nouvelle quand on sait que c'est quand même eux qui ont engagé l'arrêt du nucléaire en Europe et donc qui nous mettent de facto dans cette situation compliquée. L'Allemagne a aussi des comptes à rendre sur le fait qu'elle s'est mis pieds et poings liés dans le gaz russe et qu'elle a tout fait pour que la France détruise son industrie nucléaire. Et Poutine joue aussi sur le fait qu'il y aura des contestations populaires et puis peut-être aussi des évolutions politiques. On le voit en Suède, on le voit en Italie. Il espère, à tort ou à raison, que les nouveaux gouvernements seront peut-être un peu plus conciliants ou un peu moins intransigeants avec lui. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Baptiste Noé, historien, directeur de la rédaction de la revue Conflit. Merci, à très bientôt. Dans un instant, un mot que vous n'êtes pas tous concernés par ce mot, puisque c'est le mot cheveux. J'ai envie de vous dire, c'est comme ça. C'est le mot du jour de Philippe David. On est ravis de vous retrouver. On vous souhaite un bon début de soirée avec nous et on est ravis de vous retrouver tous les jours. Et merci de votre fidélité à Sud Radio et aux Vraies Voix.